Moi, il y a quelque chose qui m'intéressait, que tu expliquais dans ton autobiographie Peur, quand tu dis que finalement qu'il y a un moment, quand tu es, adolescent ou jeune adulte, en fait, tu t'intéresses, dans le cinéma italien, pas forcément à l'époque, hein, aux films qui sont les films les plus reconnus, mais tu dis notamment, il y en a 2 que j'adore, c'est, Toto et Alberto Sordi. Et est-ce que tu peux me dire quel était ton rapport à ces 2 figures, quoi, Toto et Alberto Sordi? Sono delle figure farsesche, no? Della farce traditionnelle, ancienne italienne, spécialement Toto, mais aussi Sordi, c'est l'espion des vices des Italiens. Euh, c'est- sont des personnages importants dans le cinéma italien, dans le théâtre aussi, que les critiques n'ont pas compris à l'époque. Et l'ont aussi méprisé, mais sont presque des génies de la comicité. Ce sont très importants. Oui, parce que en fait, aujourd'hui, la comédie italienne, elle est devenue assez célèbre, et même tout le monde aurait envie de refaire de la comédie italienne. Comment toi, tu définirais ce qu'on appelle la commedia all'italiana? C'est quoi la spécificité de la comédie à l'italienne? Mais il y a une sorte d'étude sur les vices de la famille. Mm. La famille, presque tous sont comme ça. On parle d'une famille, euh, des rapports de familial avec les enfants, avec tout ça retourne autour d'une famille. Aussi, les comédies italiennes les plus nobles, de Ettore Scola et de Dino Risi, sont toujours autour d'une famille, l'histoire d'une famille. C'est le thème principal de la comédie italienne. Et les monstres, parce qu'on a beaucoup parlé de la question du monstre dans la comédie italienne. Est-ce que toi, tu as des films qui sont pour toi des classiques qui t'ont marqué de la comédie italienne des années fin 50, 60? Bon, je ne me souviens pas vraiment. Le Pigeon, par exemple, Soliti Ignoti. Si. C'est un film. C'est un film, oui, c'est un film intéressant. Si, si. Je voudrais que tu me parles un peu tu sais, de la Cinque Giornate, 5 jours à Milan. Film dont en fait on parle peu quand on parle de toi. On saute toujours l'étape Cinque Giornate. Euh, quel regard aujourd'hui tu portes sur ce film? Est-ce que tu penses que tu as été obligé de le faire parce que Nanny Loy n'a pas pu le Si. faire, mais finalement aujourd'hui tu te dis ben oui c'est vraiment un film à moi et je le revendique et voilà c'est bien Dario Argento qui a fait ce film et j'en suis fier. Mais c'est vrai que quand on a commencé, je ne dois pas le faire. C'est une autre. Puis quand j'ai commencé à le faire, il est devenu un mon film parce que c'est moi qui l'avais fait. Et alors, il est devenu un film à moi. Et je l'aimais aussi le faire. C'était un film spectaculaire, une farce, comme toujours les films de la comédie italienne. C'est une farce, mais ça c'est une farce beaucoup amère sur l'histoire de l'Italie, de la naissance du pays italien. Les 5 journées sont un moment très important pour la naissance de l'Italie comme un pays. Et union du roi, le pape, toutes les choses. Ouais, tout se joue là. Si commence les 48, non? Les 5 jours dans les 48. Et puis, on va changer. Et ça, je l'ai fait comme un cri
de liberté, parce que déjà dans les 5 journées, il avait j'ai fait des études avant avec Nanni Balestrini, qui est une écrivaine à l'époque beaucoup importante. Et nous avons fait des études sur cette période et nous avons découvert des choses incroyables. Et alors, nous avons fait ce film qui est une farce amère sur des espoirs qui se sont finis, sont devenus rien. Ça. Oui, parce que tu dis dans le livre qu'en fait, quand tu vas tourner ce film sur donc, les 5 jours de Milan, 1848, le Risorgimento, qui est, le grand récit national italien, que en fait, tu veux presque autant parler de l'Italie des années 70 actuelle que de 1848. C'est-à-dire que, en quoi, pour toi, le fait de parler du Risorgimento te permet de faire un commentaire de l'Italie des années 70? Si, parce que presque rien n'est pas changé. Ce sont les mêmes thèmes, même les patrons sont les patrons toujours, sont restés. Il n'y a plus de roi, mais il y a quelqu'un qui est devenu une sorte de roi. Et les pauvres sont pauvres, les exploités sont exploités. C'est toujours le même. Il y a un épisode important que j'ai découvert dans une... Parce qu'à Milan, il y a une bibliothèque importante qui est sur les 5 journées. Où il y a comment dire, les diarios? Des journaux. Les journaux, si, les journaux des gens qui ont donné aux citoyens les journaux de ces jours. Et il y en a plusieurs. J'ai lu beaucoup d'histoires. Et je me suis inspiré de ces journaux pour faire le film. Et j'ai découvert qu'il y avait un des grands chefs de cette révolte qui s'appelait Carlo Cattaneo, que c'était un des grands idoles, qui va combattre, si, allez. Et puis quand il a découvert que son majordome, il s'est allé à faire les 5 journées, et il n'a pas mis en ordre sa maison, lui il s'est fâché et il a battu cet homme. Et alors c'est une contradiction incroyable. Ça, oui, c'est drôle. C'est drôle. Oui, parce que quand Visconti fait Il Gattopardo en 63, à l'époque, il y a beaucoup de critiques italiens qui lui reprochent de faire un film sur une histoire passée, en se disant mais vous n'avez rien à raconter sur l'Italie d'aujourd'hui. Et Visconti répond c'est précisément en allant raconter le Risorgimento qu'on va comprendre les problèmes de l'Italie de 63. En fait, ta démarche est très proche de celle de Visconti avec Le Guépard. Si, aussi déjà Visconti avait fait des films sur son époque, beaucoup importantes, comme Rocco et ses frères et tout ça. Plusieurs films qui ont été... Mais il aimait aussi des côtés de l'histoire historique, non? Comme dans les films Senso qu'il avait fait. Toujours c'est le risorgimento qu'il avait raconté dans le sens le plus mauvais du risorgimento. Comme dans Senso, c'était une histoire très belle, mais terrible aussi. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, le Risorgimento, c'était pour lui et même un peu pour toi, en fait, l'origine
lui, ce qu'il appelle l'origine du malaise italien. C'est là qu'on va le chercher, quoi. Si, parce qu'on va chercher où tout a commencé. Et là, on peut comprendre mieux ce qui se passe aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu parles de Senso, et hier soir, tu parlais d'Alida Valli, du Paradise Case de Hitchcock. Moi, j'ai toujours pensé que quand je vois Alida Valli dans tes films, et notamment dans Suspiria, je la vois plus sortir de Senso, de Visconti, que du film d'Hitchcock. Ah, si, si, ben, les films Hitchcock, elle était froide, vraiment, ce n'était pas la vraie Ida Valli. Ida Valli, c'était une femme avec une force. Passionnée. Si, passionnelle, vraiment. Moi, j'aime beaucoup de travailler avec elle. J'aimais beaucoup. Oui, parce que tu peux te dire que dans Suspiria, c'est une femme un peu rigide, qu'en fait, on a presque le sentiment que dans Senso, elle vit une histoire d'amour terrible avec Farley Granger. Et en fait, toi, tu imagines presque cette femme, 25 ans plus tard, dans Suspiria, qui ne veut plus entendre parler des hommes, très rigide, droite, traumatisée par l'histoire de Senso. Si, non. Non, c'est pas une idée que moi j'avais, mais peut-être que ça s'est passé comme ça, mais c'est pas mon idée. Non, parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup on parle souvent, quand on parle de tes films, alors de Sergio Leone, d'Antonioni, mais moi, à force de les voir et au fil des années, je trouve qu'il y a un côté très Visconti, voilà, est présent, quoi. Je pense. Si, les critiques anglais, on m'appelle les Visconti de la peur. C'est pas Hitchcock pour eux, c'est le Visconti de la peur. Oui, c'est drôle. Et alors, je voudrais qu'on dise un petit mot en fait, de ta situation en fait, dans l'histoire du cinéma italien. C'est-à-dire que toi, tu commences en 69, qui est le moment où c'est encore l'âge d'or, beaucoup de films, une industrie qui marche, florissante. Et puis à la fin des années 70, l'industrie du cinéma italien, elle va commencer à tomber. Et toi, tu vas être un des seuls rescapés, survivants de cette période-là. Et je me suis toujours demandé si Ténèbres, que tu fais en 82, 2 ans après l'élection de Berlusconi, la chute des studios, tout ça, est-ce que quand tu fais Ténèbres, tu as conscience que l'âge d'or du cinéma italien est fini, qu'on est rentré dans une autre époque? Mais quand j'ai fait Ténèbres, Visconti, non, Berlusconi n'y avait pas. Il est élu en quelle année, Berlusconi? Berlusconi, il a commencé dans 84. 94. Oui, mais il est déjà, non, mais quand je dis Berlusconi, c'est-à-dire qu'il a déjà la télévision, il a déjà construit non, son déjà, empire. Si, non, bien sûr, c'est vrai, j'ai travaillé avec lui ouais. aussi. Ouais. Parce que aussi, Ténèbres, c'était un film qui est financé par Berlusconi. Ouais. Quand il finançait les films, c'était très bien pour l'industrie, pour tout le monde. Ouais. Parce jamais il mettait sa voix sur ce film, je n'aime pas ça. Non, la responsabilité, c'est toi. Je mets l'argent et toi, tu fais le film. Les responsabilités sont divisées. Ouais. Et c'était très important comme financement pour financer les films. C'était aussi, c'était bon pour les metteurs en scène parce que jamais il parlait du film, il disait son idée, non, je voudrais changer, je n'aime pas. Parce que plusieurs des producteurs, des financiers, il veut parler, il veut dire, il veut changer, s'il veut changer quelque chose. Non, lui, c'était... Il finance, et puis il regarde le film, et il aime ce qu'il aime. Puis quand il est devenu homme politique, c'était tout changé. C'est changé sa vie, sa manière d'approcher à la vie,
à la politique. C'est devenu un personnage beaucoup dangereux pour l'Italie, Qui ne meurt qui jamais. a En fait. été pour 20 ans. C'est une période très longue qui a marqué son pouvoir sur l'Italie. Et d'ailleurs, et toi, il y a eu d'ailleurs ce film de Nanni Moretti, Le Caïman, je ne sais pas si tu l'avais vu. Et quel est ton point de vue, toi, sur l'état de l'industrie du cinéma italien aujourd'hui? L'État, ce n'est pas une grande chose. On recommençait à faire la comédie italienne, mais dans une façon un peu plus pauvre, pas importante. Ce sont déjà seulement des histoires qui sont... Non, c'est une sorte de cinéma qui n'est plus importante, plus rien. Inspiré par la télévision, inspiré par des choses. Aussi des metteurs en scène qui ne font pas les metteurs en scène, ils font seulement une mise en scène pauvre. Des téléfilms, quoi. Si, des films de télévision, c'est rien. C'est rien. Ouais. C'est presque rien. Mais le public, part du public aime ce film. Aime ça, ça on fait comprendre comme la télévision a détruit le goût du public, sa culture. Il aime ces choses qui sont vraiment terribles pour tous. Ouais. Oui, parce que si on produit ces films, c'est qu'il y a des spectateurs pour les voir. Et toi, en 40 ou 45 ans, tu as vu une évolution de la qualité du regard du spectateur? Oui, oui. Il y a des films qui sont bien dans le monde et qui sont aimés aussi par les spectateurs italiens, mais aussi des films terribles italiens qui l'aiment aussi, dans les mêmes cas. Parce que le public est varié, non? Beaucoup. Je voudrais qu'on termine, Dario, en parlant de Dracula 3D. Alors, je voudrais savoir, en fait, quand tu fais Dracula, tu sais, c'est peut-être un des romans fantastiques les plus célèbres. Il y a eu un nombre d'adaptations au cinéma énorme. Quand tu as l'idée de te dire, je vais faire mon Dracula, quel est pour toi, comment tu fais pour te dire, voilà, moi, je vais apporter quelque chose de différent ou de plus à un sujet qui a été si souvent traité. Comment tu trouves l'idée? Qu'est-ce qui te dit, ah, voilà le Dracula que je vais faire? Dans cette période, avait commencé à se diffuser les 3D. Et alors ça m'a donné l'idée de faire Dracula en 3D pour expérimenter cette nouvelle technologie qui c'était intéressant. Quand la première fois j'ai vu les scènes avec les distances, non? Ça m'a donné une émotion incroyable. Je me souviens que la découverte qu'on pouvait faire des choses importantes, c'était faite quand j'étais dans une convention dans les États-Unis. Et dans cette convention, on avait une rétrospective des films en 3D américains. Et dans ces films en 3D, il y avait un qui moi, je ne savais pas qui était tourné en 3D. C'était un film d'Alfred Hitchcock qui s'appelle... Le crime était presque parfait. Si, exact. Et alors, j'avais vu ce film en 3D, parce qu'il avait une copie. Parce que quand il avait fini le film, la distribution avait dit
coûte trop cher au temps, c'était beaucoup d'années, et coûtait très cher pour la distribution d'un film en 3D. Et alors, on avait fait le film en normal. Mais je l'ai vu en 3D et c'était magnifique, magnifique. J'ai vu un film fantastique, vraiment, avec le génie d'Alfred Hitchcock qui s'applique à cette nouvelle technologie. Et alors moi j'ai dit, moi je voulais faire un film aussi en 3D. Et j'avais cherché la plus intéressante, parce qu'il y a plusieurs technologies pour les 3D, donc sont plusieurs, en Japon, aux États-Unis, partout, en France aussi. Là. Et j'ai trouvé cette chose bien, qui était simple, mais belle, qui donnait la distance vraiment. Les personnages étaient plongés dans de différentes profondeurs de perspectives. champ. C'est magnifique, c'était magnifique. C'est ça, c'est la raison pourquoi moi j'ai fait de Dracula. Mais d'ailleurs, il y a une question que je me pose, c'est que quand tu fais tes premiers films, disons que jusqu'au début des années 80, il y a des images, mais c'est pas si facile de faire des images. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Avec YouTube, les iPhones, il y a trop d'images à voir. Est-ce que c'est quelque chose qui a une influence sur la façon dont tu as fait tes derniers films, en te disant, maintenant il y a énormément d'images, est-ce que tu penses à toutes les images qui nous entourent, alors qu'il y a 40 ans, c'était compliqué de faire des images, ça coûtait cher, et aujourd'hui n'importe qui peut faire des images. Est-ce que tu réfléchis à ça, le monde des images dans lequel tu es? Non, le monde des images, c'est le monde. Moi, j'avais mon monde. J'ai regardé mon monde, mes rêves sont des choses très différentes du monde des images, des sociales, non, des sociales, de l'iPhone, de toutes ces choses. Je ne m'intéresse pas beaucoup. Donc en fait, tu l'ignores. Si. En fait, tu restes dans... Non, je reste. Je cherche dans une façon que c'est différent du facile, non, du facile. Parce que moi, ce que j'aime beaucoup dans Dracula, c'est que quand on voit le film, il y a la 3D, mais en plus de la 3D, on a le sentiment de voir quelqu'un qui essaie de faire comme si on pouvait faire en fait, comme si le cinéma pouvait redémarrer, comme si c'était un premier film. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose de très naïf à la Méliès, c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui il y a plein de technologies, etc. Mais on a le sentiment quand on voit ton film que c'est comme un premier film, c'est-à-dire que comme si le cinéma commençait à peine. Tu vois, et ça c'est pas que la 3D, je pense que c'est très particulier, c'est une façon de faire un cinéma comme on n'a pas beaucoup vu au même moment. Tu vois, la montre religieuse, moi, que j'aime beaucoup, les décors comme ça, très épurés. On a le sentiment que tu veux retrouver toujours l'innocence du cinéma. Comment faire pour que le cinéma... soit simple. Simple. Et que, en tant que spectateur, on retrouve un regard d'enfant. En fait, c'est ça le truc. Comment faire du spectateur toujours un enfant. Oui. C'est vrai. Eh ben écoute, voilà, hein, on a fini. Ok, fini. Ok. Finito.